Julien, tu voudrais commencer par ton avis en fait sur ce qui s'est passé, toi qui étais peut-être le moins sceptique d'entre nous la semaine dernière. Comment, Ouais, comment tu expliques finalement cette rapidité pour mettre en place la nouvelle équipe par rapport aux informations qui circulaient la semaine dernière? ouais, la semaine dernière, ce que j'avais pu dire, c'est qu'à mon sens, alors j'avais aucune certitude, hein, je suis pas du tout dans le secret des dieux, mais que les difficultés financières du LOSC étaient réelles et la capacité d'un groupe comme Elliott à sortir un dirigeant d'une entreprise autant endettée, elle est réelle aussi parce que on n'est pas du tout sur des gens qui sont des gentils. Pourquoi ça a été si vite? D'abord parce que Lopez nous ment, évidemment, il le savait depuis longtemps. Parce qu'il y a des documents, il connaît les clauses de sortie, donc il savait très bien que ça lui pendait au nez. Et sur cette question plus précise de l'étang, de son arrivée, j'ai écouté toutes les conférences de presse, et en particulier la sienne. Je parlerai d'un discours maîtrisé, d'un communicant aguerri, c'est-à-dire le même un peu robinet d'eau tiède qu'on nous sert aujourd'hui dans le football business. C'est-à-dire qu'on parle plus de supporters, on parle de fans. Moi, ce qui a le don de m'exaspérer, parce que derrière fan, j'entends fanatique, comme si on était prêt à tout gober, à sacrifier nos vies pour le club et pour acheter des maillots. Moi, je suis un supporter, je suis pas un fan. Il a parlé beaucoup de sportifs, il a parlé de pile atomique du projet qui était le sport. Et moi, finalement, ça me fait un peu peur parce que j'en ai envie. Hein, j'ai envie que évidemment que le sportif soit bon, mais reposer un projet sur le sportif, c'est reposer le projet sur un aléa. Et l'aléa sportif, aujourd'hui, repose sur une équipe, évidemment, et puis sur une personne qui est géniale. Et on en parle à tous les numéros du bistrot. On a un entraîneur qui est exceptionnel, peut-être le meilleur de France, c'est Christophe Galtier. Ça lui met beaucoup de pression. Et puis Christophe, s'il n'est pas en phase avec les temps, même s'ils se connaissent depuis longtemps, il a aussi répété ça tout à l'heure en conférence de presse, Galtier, ça peut mal se passer. Il a dit d'ailleurs, je connais l'homme, les temps, je ne connais pas encore le président, et il connaît l'homme, Galtier ne connaît pas l'entraîneur, et on va se découvrir. Moi, ce que je constate lors de cette conférence de presse de l'étang, c'est que les journalistes ont été très bons. Souvent, je suis critique avec les journalistes. Ils ont été très, très bons. Moi, j'ai vraiment aimé leurs questions, toutes très pertinentes, pas putaclic, des vraies questions. Le propriétaire, il aime le foot. Quelles sont ses attentes? D'où vient l'argent de Merlin? Et comment vous comptez rembourser les dettes? Et il n'y a eu aucune réponse. Le pognon, on sait, hein, Merlin, c'est un fonds, c'est comme Elliott. Ils font le même boulot. Martin Peterman, là, le boss de Merlin, il a fait partie des gens qui ont conseillé Elliott sur la dette argentine. Ils font le même job. Donc c'est la même chose. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et les personnes, je pense, qui voient les choses de manière un peu idéale, j'espère qu'ils ont raison. Mais moi, je reste encore sceptique parce que j'ai pas une grande confiance en la finance de marché. Dans le discours d'Olivier Létang ce soir, alors c'était face aux supporters évidemment, c'était pas du tout cette notion de fan qui apparaissait. C'était vraiment cette notion de supporter avec des partenaires du club qui étaient dans l'environnement direct du club et qui participaient à la vie du club. On est dans une situation économique qui est catastrophique et qui ne s'est pas créée comme ça en quelques temps. Alors, comment il envisageait finalement de rétablir un LOSC équilibré sur le plan des finances, en dehors des 50 millions qu'il a annoncé, qui vont venir s'injecter comme trésorerie pour terminer l'année, pour faire simple. Donc je lui ai posé la question. Vous avez évoqué notamment la masse salariale avec 55 joueurs sous contrat, ce qui est un effectif pléthorique, avec des joueurs qui sont prêtés, des joueurs qui sont jamais venus à Lille, hein, et je parle pas de Florian Thauvin, c'est des joueurs qui sont même encore moins venus à Lille que Florian Thauvin. Dans les économies qui étaient possibles, il y avait effectivement la masse salariale sans faire partir des joueurs, sans s'appauvrir sur le plan sportif, parce que son premier objectif, sinon il ne serait pas venu, je reprends ces termes, c'est d'avoir un LOSC compétitif. Toute une série de prestations de services qui sont aujourd'hui externalisées seraient reprises en tant que salariés par le club. En clair, ils vont créer une cellule de recrutement, ce qui permettra, sous-entendu, de limiter ces coûts de scouting, entre guillemets, qui, alors il ne l'a pas dit, je le répète, ça c'est une interprétation de ma part, mais qui viennent plomber les finances du club. J'ai également posé la question de savoir si la nouvelle configuration des financements du club allait permettre de dégager des marges de manœuvre sur le plan de la trésorerie. Il a magnifiquement éludé ma question.
Donc, confirmant un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le détail du projet, du montage financier et d'économie, il n'a pas souhaité répondre. Alors pourquoi? Parce que est-ce que c'est secret? Est-ce qu'il y a des accords de non-agression entre Lopez et les nouveaux dirigeants dans le cadre de la session? Tout peut s'envisager. Je ne vais pas porter de jugement sur Monsieur Létang et la nouvelle organisation. Par contre, il y a un truc que je me dis, c'est que, ok, il privilégie le sportif, heureusement, il ne va pas dire le contraire. Maintenant, il veut faire des économies, c'est sympathique. Mais je ne vois pas comment il va faire des économies réelles, à part sur le scouting et quelques frais annexes peut-être sortis par Lopez, ça on le saura par la suite, on verra bien, ou on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais je ne vois pas comment il fera ça sans dégraisser sur les 25 joueurs, 55 joueurs par contre, c'est ça, c'est 55 joueurs qu'on a en stock. Et moi je trouve qu'il a quand même de beaucoup de chance, parce qu'il a quand même quelques petites valeurs qui ont été développées par l'équipe précédente, qui ont été scoutées par Lopez. Moi je suis beaucoup plus dubitatif, et je rejoins complètement le point de vue qu'avait Julien la semaine dernière, où il disait vraiment c'est possible, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est en train de se passer comme ça, et je trouve pas ça super joli, parce que comme j'avais dit la semaine dernière en fin de truc, si ça se passe comme ça, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Et que ceux qui vont arriver ne seront pas forcément mieux que lui. Et qu'il est fou, tu avais même dit. Et qu'il est fou. Il va droit dans le mur et il y va quand même. Exactement. Christophe, toi qui es un spécialiste de la finance internationale associé au football, est-ce que tu fais la moue comme Patrice? On a Lopez qui nous a laissé, a priori, pas mal de dettes, mais qui est un super joueur, comme disait Patrice, comme disait la valorisation de capital. C'est vrai qu'il a réussi à valoriser le club à un niveau assez élevé, mais à quel prix? Et donc, sa communication, c'est de dire, moi, je vais revenir à un truc normal, un club normal, on va se structurer, on va mettre en interne, on va organiser le recrutement, on revient sur le club d'avant, quoi, en gros. Après, la situation qu'il a à gérer, je comparais la fois dernière, c'est à peu près ce qu'a récupéré Monaco après les années Campos, quoi. 50-60 joueurs sous contrat, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Si tu ne peux pas les mettre 13 à Moucron et 7 ou 8 au Portugal, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors moi, j'ai des craintes à court terme. Il y a déjà des rumeurs qui courent sur Sanchez, sur Botman. C'est sûr que si on se sépare de Sanchez et Botman, par exemple, on affaiblit l'équipe. Hein. Si on en perd qu'un ou deux dans les prochaines semaines, ça serait pas si mal que ça, quoi. A priori, il y a un accord, hein, Christophe. En tout cas, les propos sont concordants entre ce qu'a dit Létang et ce qu'a dit Galtier-Smidi. Et Galtier-Smidi, il a été très précis. Il a dit, si on propose 80 millions pour un joueur, donc il faisait référence à Osimhen et à Pepe avant, il dit, de la même façon qu'on l'a fait avant, on le vendra cet hiver. Mais si on n'a pas ce type d'offre, on ne vendra pas. J'ai pu discuter avec des supporters rennais, donc pour essayer de comprendre un peu qui est Olivier Létang. On nous parle, entre guillemets, qui recrute des pépites, donc ce qui va un peu au LOSC, mais c'est un homme qui aime beaucoup l'argent. C'est pour ça que je vais citer les joueurs. Rennes a perdu beaucoup André, Sarr, Ben Sebaini, Ben Arfa ou plein à cause de l'argent. Donc c'est ce qu'on me parlait, mais en tout cas c'est un homme vraiment sympathique. En tout cas c'est un homme qui aime le football et on l'a vu lors de ses conférences de presse d'ailleurs. Moi, si je peux me permettre, avoir fait partir André de Rennes, c'était pas une mauvaise décision sur le plan de gestion. Disons, est-ce que vous êtes là pour 1 an, 2 ans, ou est-ce que vous voulez vous inscrire dans la durée? Et donc, il a reconfirmé que son objectif, c'était pas de venir, de brader les joueurs, l'équipe, récupérer du cash pour rembourser la dette. Que si c'était ce qu'on lui avait demandé de faire, il serait pas venu. Lui, il était venu pour s'intégrer dans un projet sportif, au moins à moyen terme. Certainement, pour sortir la tête haute et continuer à investir dans le football en gardant une bonne image, parce qu'il y a quand même beaucoup, on le voit sur les forums, beaucoup de gens qui disent Lopez part comme ça, il n'aura même pas eu un tour d'honneur auprès des supporters. Pauvre Lopez, il nous a tellement apporté. C'est ça que tu lis sur les forums. Parce que beaucoup de supporters sont dans cet affect à ne s'intéresser, et ils ont certainement raison, parce qu'ils dorment mieux que nous, à s'intéresser qu'aux sportifs. Et le sportif, en effet, ça a été remarquable. Et lui, c'est auprès de ces gens-là, parce qu'il sait que la Vox Populi, c'est important, c'est un levier de communication qui est important. Et c'est ce qui lui permet, là, juste avant qu'on commence, de dire
je continue avec Moucron. J'ai pas été conquis du tout par Létang. J'ai bien écouté sa conférence de presse. On ne sait rien réellement. On ne connaît rien au niveau de son financier. Ça, c'est le pire, on va dire, là-dedans. On ne sait pas. Ils ont tout ce qu'il a pu lâcher. Je crois que c'est ils allaient mettre 50 millions, je crois, de suite. À un moment donné, il faudra qu'ils disent quelque chose, hein, parce que c'est bien gentil de balancer. Il va pas nous faire une martèle en disant oui, c'est marqué sur mon iPad que les fonds arrivent. Non, moi je voudrais voir un peu des chiffres. Je voudrais bien voir des chiffres parce que c'est bien gentil. J'ai posé la question En d'une tout cas, on façon peut un se peu poser plus. la question, quoi. J'ai posé la question d'une façon un peu plus détournée, en sachant que voilà, est-ce que la nouvelle structure de financement du club, est-ce qu'elle est génératrice d'éventuelles économies budgétaires? En gros, on sait qu'avec Elliott, on suppose qu'avec Elliott, on avait une dette qui était importante en valeur absolue, C'est ça. avec des taux d'intérêt annoncés à 2 chiffres sur des durées relativement courtes. Je ne vais pas faire le spécialiste en calcul financier, hein, même si Tu pourquoi pourrais. pas, mais éventuellement je pourrais, mais Oui. plus la durée de remboursement d'un prêt est courte et plus le taux d'intérêt est élevé, forcément les échéances sont énormes et viennent obérer la capacité de financement du club. Si dans le cadre du montage, au lieu d'être à 15, on est passé à 9 ou à 10 et qu'au lieu de 3 ans, on a rallongé de 5 ans, ça peut générer des sources d'économie. Et là, je Oui. réponds à ta question, Julien, ça peut être une piste. Moi, j'ai retenu une chose de la vidéo de Romain Molina, une chose essentielle la semaine dernière, c'est qu'il montrait les derniers bilans comptables et il s'arrêtait beaucoup sur autre charge, qui a Ouais, c'est ça. complètement explosé et qui est un espèce de fourre-tout en termes de compta où on y met un peu ce qu'on veut. Et on voyait qu'on était, alors je parle de mémoire, mais qu'on était passé avant l'arrivée de Lopez de 30 à 60 millions. Déjà, si tu économises 30 millions, et on peut imaginer que, en tout cas, c'est ce que disait Romain Molina, on y retrouve beaucoup de commissions, de rétro-commissions, etc. Si déjà tu viens réduire cette enveloppe-là, 30 millions par an, c'est pas dégueulasse. Hein. S'il venait que pour faire un coup financier et pour engraisser Merlin, je trouve que par rapport lui à ses ambitions personnelles, à son ego, ce serait bof, c'est pas terrible, tu vois. Je pense pareil. Voilà, alors que faire réussir le club, comme il le dit, il peut faire un beau truc en étant un grand président. Et j'espère que c'est ça qu'il va aller chercher pour se nourrir lui-même, c'est de devenir un grand président du LOSC. C'est vraiment tout le mal que je nous souhaite surtout. Je voulais juste terminer sur une citation de Georges qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous suit sur le Facebook d'Aller LOSC et qui nous dit que Merlin l'Enchanteur a amené la Dame du Lac et Merlin Partner nous amène Monsieur de l'Étang. Donc Christophe, je te vois pas, mais je suis sûr que tu trépignes d'envie de commencer à nous analyser ce match Lille-PSG. Bah oui, alors le match, c'était un match très très tactique. Avec franchement Turel, ce qu'il avait mis en place, c'était pas mal du tout. Hein, son 5-3-2 ou 3-5-2, je sais pas comment on appelle ça, parce qu'il nous a bien bloqué les côtés. Ils nous ont bouffé au milieu avec leur premier de terrain et on a eu un mal de chien à sortir des ballons propres et à pouvoir attaquer. Un beau pari, bien collectif, sans ses stars, enfin avec Mbappé à la fin, mais bien collectif. Et ce pari-là, il est plus emballant pour moi avoir joué qu'avec ces stars qui se la jouent un peu, quoi. Paris est-il meilleur sans Neymar et sans Mbappé? Je suis du même avis un petit peu. C'est-à-dire que effectivement, j'ai trouvé que Paris, sans ses stars, a joué beaucoup plus collectif qu'à l'accoutumée, où ça balance devant, Neymar, Mbappé, et démerdez-vous. Mais bon, maintenant, attention, s'il y avait eu les deux, ils auraient peut-être joué moins collectif, mais on serait peut-être pris d'eux aussi. Hein. Maintenant, moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas le mordant habituel. Ça manquait cruellement de mordant, mais en même temps, on joue tous les 3 jours. Les gars étaient fatigués, ça se voit. Il y en a qui sont rincés, qui n'en peuvent plus, ça se voit. Même André, quand il est sorti, c'était plus possible. Ce fut une rencontre essentiellement composée de centres du côté du PSG. Il y a beaucoup de centres de Di Maria qui venaient souvent au second poteau d'ailleurs, qui n'étaient pas assez maîtrisés parce que souvent c'est Florenzi qui la reprenait au deuxième. Et bon, après derrière, ça faisait souvent pas beaucoup d'occasions. Du côté de Lille, ce fut un beau match, mais on n'a pas vu la même équipe que d'habitude, je trouve, par rapport à leur envie. Alors même s'il y a une envie de gagner, on n'a pas vu cet esprit rageant, entre guillemets. Et j'allais dire un dernier point, mais je l'ai oublié. Donc,
ça qui est bien. Mais moi, je suis d'accord avec ton dernier point, Baptiste. Moi, D'accord avec c'est bien le dernier point. Et c'est tout à fait ça. Juste pour dire, voilà, qu'on critique beaucoup un joueur, Jonathan David, je pense que beaucoup le critiquent, mais dans le match, je pense que l'élément déclencheur, je pense que c'est l'entrée de Jonathan David. Tout le monde dit son entrée a fait beaucoup de mal aux Parisiens et il a développé de l'espace pour d'autres joueurs. Et franchement, on parle qu'il marque pas, mais franchement, il a fait un super match. Moi, j'ai vraiment aimé ce match parce que je pense que quand on veut atteindre des objectifs aussi élevés que ceux qui sont les nôtres, il faut savoir ne pas perdre ses matchs. Et c'est ce que dit José Fonté à la fin. Ouais. Et ça, c'est la marque des grands. Et j'ai pas parlé de Maignan tout à l'heure, mais cet arrêt qu'il fait, et d'ailleurs, il faut noter cette passe que lui fait Fonté finalement. C'est incroyable. Quand on voit au ralenti, on voit que Fonté regarde Maignan, il fait la passe à Maignan. Et l'arrêt de Maignan, c'est avec ce dont on va parler là, François, le geste de Kipembe, c'est les deux moments clés du match, quoi. Exact. Sur cette action, on souligne le défenseur parisien qui fait un retour exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une action qui est mal jouée finalement par les Lillois ? Bourak n'était pas dans son assiette, il ne fait pas du tout un grand match. Et là, il fait un mauvais choix. Il fait clairement un mauvais choix. Il a une solution à gauche, une solution à droite. Il veut sauver la patrie tout seul. C'est lui qui récupère le ballon. Il récupère le ballon, il arrive à la remettre dans le sens du jeu, à la récupérer avec un espèce de contrôle orienté. Et sur sa reprise d'appui, il fait son contrôle trop loin. Ouais, et après, ça. il ne peut plus jouer le ballon. Mais moi, je pense que s'il avait fait trop loin, il la mettait à David à droite ou à Bamba à gauche. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça va rester sur une défense à 4. Donc, du coup, un 4-3-3 avec une paire devant incroyable qui est la paire Delors, Mavididi et Gaëtan Laborde. Ça va être un match, je pense, spectaculaire des deux côtés en termes d'attaque. Non, et en plus, ils sont chiants à jouer. Chez eux, ils vont mettre le feu dès le départ. Ils ont un bon milieu de terrain. Ils ont 2 attaquants en feu. Non, ça va être compliqué à jouer. Patrice, comment tu le sens, ce déplacement dans le pays occitan ? Quand je regardais un petit peu à la télé les matchs et un peu les multiplays, tout ça, que j'allais de chaîne en chaîne regarder les matchs. En fait, depuis le début de la saison, je m'arrêtais très souvent sur les matchs de Montpellier parce que je trouvais personnellement que c'était l'un des jeux les plus plaisants, simples, bien exécuté, plaisant, avec beaucoup de fougue et de justesse devant, avec ce Savanier qui lâche rien, qui est un espèce de... J'adore ce joueur en fait. Enfin bon, sauf quand tu l'as contre toi, il est beaucoup plus embêtant. Et c'est vrai que depuis qu'il est plus là, c'est plus tout à fait... L'équipe s'est un tout petit peu déréglée, mais moi, elle me fait quand même peur. Parce que si elle déroule, par contre, elle peut nous faire mal. Elle peut faire mal à n'importe qui. Julien, trouves-tu ce match occitan ? Je suis très, très excité. Aujourd'hui, c'est Michel Derzakarian qui a été joueur pendant 10 ans à Montpellier, qui doit en être à sa 4e saison, je crois, avec Montpellier. Donc, une vraie stabilité d'entraîneur qui est quand même assez rare dans le football d'aujourd'hui. Ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quand. Et on peut s'attendre à un match très compliqué parce que tu as un entraîneur expérimenté qui est picousé au club, qui aime ça, qui aime ses joueurs. Ah, c'est vrai, ça. Les joueurs aiment l'entraîneur. Il peut se passer un truc. À domicile, Montpellier, c'est 4 victoires, 4 défaites, aucun nul. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 victoire simplement. Et ben on va les taper alors. Attends, je retire tout ce que j'ai dit. Mais c'est... On va y aller, on est des gommes. Arnaud, quand tu penses, c'est pas pour rien dire. Sur les